Olivier Véran dit ne pas exclure un troisième confinement. D'autres réclament d'ores et déjà des mesures de prévention plus strictes, adossées à un confinement éclair. Bonjour, professeur Philippe Amouyel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur également de la Fondation Alzheimer. Et vous co-signez avec le professeur Luc Daucher une tribune dans le journal du dimanche dans lequel vous demandez notamment ce confinement éclair. Qu'est-ce que vous entendez par là, professeur ? Je crois qu'en effet, la zone qui va arriver, c'est-à-dire celle du 1er janvier, est une zone à risque. Si on attend une semaine après de savoir si les taux ont monté, on aura perdu 2 précieuses semaines pour essayer d'éviter et pour pouvoir endiguer une potentielle troisième vague qui viendrait saturer les hôpitaux. Donc la question qui se pose d'une manière plus générale, c'est comment anticiper ces événements et faire en sorte qu'on puisse, dès à présent, réduire la circulation du virus au 1er janvier en instituant soit un couvre-feu plus renforcé, soit un confinement éclair qui irait par exemple du jeudi midi au samedi soir pour essayer de réduire au maximum les rencontres qui vont se passer et en particulier toutes ces fêtes qui normalement ne sont pas autorisées. Alors c'est vrai qu'on a vécu 2 premiers confinements qui avaient duré en moyenne 8-6 semaines. Là vous parlez d'un confinement de 3 jours, c'est-à-dire qu'en 3 jours on peut avoir une réelle efficacité déjà ou alors on parle vraiment d'un confinement bien différent là ? C'est un confinement différent. Il faut comprendre que les premiers confinements se sont faits en phase maximum, quasiment, des courbes épidémiques. C'est-à-dire qu'on avait plus de 60 000 cas. Là, on est à un niveau qui est aux alentours de 10 000 à 15 000 cas par jour. On est à un niveau plus bas. Donc, ce qu'il faut, c'est freiner. Ce qu'on peut imaginer, c'est que le coup de frein qu'on va mettre, c'est pas pour abaisser ce nombre de 10 000 cas, mais c'est pour éviter qu'il monte au-dessus après les fêtes pour voir accélérer une troisième vague. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper et de prévenir. C'est-à-dire que quand Olivier Véran dit qu'il y a un troisième confinement qui n'est pas à exclure, c'est-à-dire qu'en gros, ce confinement éclair permettrait d'éviter d'avoir un troisième confinement, ou alors c'est inéluctable ? Personne ne peut le dire pour l'instant. Ce qui permettrait peut-être, c'est justement d'éviter ou de le retarder ou d'en réduire son intensité et sa durée par la suite. L'idée, c'est vraiment de frapper sur un point ciblé qui sont ces fêtes du Nouvel An, dont on sait qu'elles vont être une période de forte circulation du virus, et donc de casser cette circulation pour justement faire en sorte que la vague soit amoindrie, pour qu'on puisse mieux la gérer par la suite. Dans votre tribune, dans le journal du dimanche, vous réclamez globalement plus d'anticipation de la part des autorités. C'est-à-dire que ça n'a pas été suffisamment le cas jusqu'à présent, selon vous ? Il est très difficile de prendre des décisions sur toute cette importance. Je crois que maintenant, on a des outils. Avant, on ne connaissait pas la maladie. Maintenant, on la connaît mieux. On a des outils. On a par exemple le système de surveillance des eaux usées dans lesquels on peut détecter le virus bien avant l'apparition de tous ces pics. On peut mettre en place également un réseau de séquençage des génomes, ce qu'on n'a pas fait en France, ce qu'ont fait les Anglais, ce qu'ont fait les Australiens, pour voir si le fameux virus anglais est en train de se développer de manière plus rapide. Parce que là encore, il va falloir anticiper ce point-là. Après, il faut, bien sûr, s'il en est encore temps, continuer à faire du dépistage pour sortir, en fait, mettre en isolement les personnes qui sont asymptomatiques et qui disséminent le virus sans le savoir. Il y a bien sûr des effets, à mon avis, de confinement qui peuvent être très ciblés pendant des périodes relativement courtes. Et puis, en fait, tout ça devrait nous permettre de commencer à réfléchir à voir comment on va pouvoir réouvrir les lieux culturels avec des jauges, avec des protocoles sanitaires adaptés. Et l'exemple de l'ouverture des commerces, je trouve qu'il y a un très bon exemple. Parce que quand on regarde l'évolution du plateau, elle ne correspond pas à l'impact de l'ouverture éventuelle des commerces. Donc on pense aujourd'hui que l'ouverture qui a été faite avec les contrôles et avec les protocoles sanitaires a eu un faible impact sur l'épidémie. Il faudrait généraliser ça au lieu culturel et ensuite au bar et ensuite au restaurant. Alors c'est un peu peut-être le paradoxe à première vue, c'est que vous demandez dans un temps des mesures plus strictes et de l'autre, vous dites réouverture des lieux culturels, c'est envisageable. C'est pas paradoxal ça ? Non, c'est pas paradoxal. Le confinement rapide est un confinement pour prévenir l'augmentation et pas un confinement pour stopper la vague. La vague, elle n'est pas encore là, heureusement. On peut peut-être encore la prévenir. Donc on le fait un petit peu avant, de manière relativement courte. Rappelez-vous ce qu'avait dit Esther Duflo il y a à peu près 2-3 mois. Elle avait dit, essayons de faire un confinement massif juste avant les fêtes de Noël pour mieux profiter de Noël. Ça relève de ce même état d'esprit de prévention et d'éviter la vague. Ensuite, il y a des études qui ont été faites dans d'autres pays qui montrent que finalement, ce qui est le facteur, et également en France, c'est l'étude Comcor, que ce qui est le facteur majeur de progression, c'est les rencontres familiales, les rencontres amicales et les repas. Donc, on peut essayer de contrôler
restaurants, bars, lieux culturels avec des jauges, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre de personnes présentes à un moment. Et il y a des modèles publiés en particulier par des études américaines qui montrent qu'avec ça, on arrive à contrôler la propagation de l'épidémie. L'idée, c'est de reprendre la main sur ce virus, surtout en ce moment qu'on sait qu'il y a un nouveau variant plus infectieux qui est en train de se répandre. Un mot aussi pour terminer, professeur Philippe Amouyel, sur cette campagne de vaccination qui a débuté hier. Alors juste une vingtaine de personnes pour le moment concernées, en l'occurrence pour dimanche. On est dans un pays qui reste encore assez sceptique, assez méfiant à l'égard du vaccin. 44% des Français qui songent seulement à se faire vacciner. Est-ce que vous comprenez cette méfiance? Est-ce que finalement vous pensez que ça peut évoluer? Oui, je pense sincèrement que ça peut évoluer. Je comprends cette méfiance parce qu'en fait, on a présenté l'évolution et la création d'un vaccin en un temps record. Tout ça, c'est grâce à une implication des chercheurs du monde entier dans ce domaine, parce que c'est aujourd'hui le seul moyen de sortir de cette épidémie. Maintenant, il y a quelque chose qui est très positif, que j'avais jamais vu auparavant, c'est en fait la rupture de stock des vaccins anti-grippe. Ça n'était jamais arrivé avant. Donc ça veut dire que les Français, spontanément, sont allés se faire vacciner contre la grippe parce qu'ils savaient que ça peut également les protéger indirectement de l'infection à coronavirus. Donc vous voyez qu'il y a une motivation quand même pour la vaccination, je crois que c'est positif, mais on peut les comprendre et se dire qu'ils ont l'impression que ça a été trop vite. Donc l'objectif, c'est de les rassurer, et plus on va avancer dans la campagne de vaccination, plus on va voir que finalement ces éléments d'effet indésirables qui pourraient survenir sont extrêmement rares. On a déjà vacciné dans le monde près de 2 millions de personnes et il y a à peu près une dizaine d'accidents immunoallergiques qui sont apparus seulement. Ce qui est très faible par rapport à, je sais pas moi, l'allergie à la pénicilline, c'est une personne sur 1000 et on se pose pas la question. Merci en tout cas, professeur Philippe Amouyel, pour tous ces éclairages. Je rappelle, vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous.